Nous allons voir les sujets de conversation autorisés aux radioamateurs et quelques autres notions correspondant à des questions posées à l'examen. Déjà, il est bien d'avoir en tête la définition du radioamateurisme. Le service d'amateur et le service d'amateur par satellite, ce sont deux services officiels de radiocommunication qui sont définis au niveau mondial par l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, tout comme les services aéronautiques ou les services maritimes ou la radiodiffusion. Cette définition est dans un document qui s'appelle le Règlement des radiocommunications, le RR, et elle est recopiée intégralement dans la législation nationale. Donc, le service d'amateur est un service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des radioamateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité, à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire. Et chaque mot a son importance, ça fixe bien le cadre. Le contenu des conversations autorisées aux radioamateurs en découle directement, puisque la législation nous dit que les transmissions entre stations d'amateurs doivent se limiter à des communications en rapport avec l'objet des services d'amateurs et à des remarques de caractère purement personnel. Dans le passé, il y a même plusieurs dizaines d'années, les textes étaient un peu plus précis. On avait même un guide du radioamateur édité par l'administration. Et donc, pour être prêt à répondre aux questions qu'on peut vous poser, ayez en tête que les sujets autorisés, c'est la radioélectricité, heureusement, l'informatique, l'astronomie, la météorologie, les articles techniques, à condition de ne pas citer de revues, sinon ça devient de la publicité et ça, c'est pas autorisé, la vie associative radioamateur, vos coordonnées personnelles, mais pas celles de quelqu'un d'autre, le radioguidage. Et dans le temps, on rajoutait à ça les conversations sans importance qui ne justifient pas l'utilisation du service public de télécommunication. Ça ne doit pas remplacer le téléphone. Parmi les sujets qui ne sont pas autorisés, et on peut vous poser une question, les grands classiques, c'est le jardinage, l'astrologie et évidemment la propagande commerciale. Ça doit faire 30 ans qu'il y a des questions sur le jardinage, donc rappelez-vous que c'est interdit. Voilà le genre de questions qu'on peut vous poser. Ici, on parle d'un message relevant de la vie privée de quelqu'un d'autre. La réponse est non, parce que c'est la vie privée d'un tiers. Notez que la réponse 2 n'est pas bonne, les radioamateurs ont le droit de se parler entre eux. Autre question, ici, la bonne réponse, c'est la réglementation amateur. La médecine naturelle, c'est pas autorisé. L'éditeur d'un livre, c'est de la publicité. Vous pouvez parler du livre, mais pas de l'éditeur. Et l'adresse de quelqu'un d'autre, c'est pas autorisé. La vôtre, vous pouvez, mais pas celle d'un autre. Quelques autres petits points sur lesquels on peut vous interroger. Le codage ou le cryptage des transmissions, c'est interdit. Avec une exception, ce sont les transmissions des stations de contrôle des satellites radioamateurs. C'est préférable que tout le monde ne puisse pas commander le satellite. Quand on dit crypté, c'est du vrai cryptage. Les différents protocoles numériques, aussi complexes soient-ils, ne sont pas du cryptage, dans la mesure où ils correspondent à des normes et sont donc décodables par les administrations. La retransmission par les radioamateurs de messages venant de tierces personnes non radioamateurs n'est pas autorisée, du moins en France, sauf en cas de catastrophe naturelle réelle. Et puisqu'on parle des transmissions radioamateurs, je rappelle que l'indicatif doit être transmis au minimum au début et à la fin de la transmission, lors d'un changement de fréquence, et au minimum toutes les 15 minutes si la transmission dure plus longtemps. Bon, c'est pas trop quand on parle au micro, mais ça peut s'appliquer aux stations numériques ou aux répéteurs par exemple. Si on vous demande si la durée d'une transmission radioamateur est limitée, la réponse est oui. Elle est limitée à la durée strictement nécessaire aux essais. Par contre, il n'y a pas de durée maximum spécifiée. Après la fin de chaque liaison, le radioamateur doit consigner un certain nombre d'informations dans un journal de trafic, ou un journal de bord, c'est le terme employé par l'administration. Il doit comporter au minimum la date, l'heure, en toute logique l'heure de début et l'heure de fin, et ça peut être en heure locale ou en temps universel, mais ça doit être uniforme dans votre journal, ça ne doit pas changer d'une page à l'autre. L'indicatif du correspondant, la fréquence, la classe d'émission, le lieu, surtout si vous êtes en portable,
Si c'est un radioclub, il faut aussi l'indicatif de l'opérateur. Au passage, le pays n'est pas obligatoire puisqu'il peut être déduit de l'indicatif. Le report ou le prénom, on va les noter parce que ça nous intéresse, mais ce n'est pas obligatoire pour l'administration. Ce journal de bord peut être tenu de façon informatique, il existe pas mal de logiciels, ou d'une façon adaptée pour les handicapés, ou simplement en version papier. À ce moment-là, à page numérotée non détachable, même si c'est plus strictement indiqué dans la législation, ça ne doit pas être des feuilles volantes. Il doit être conservé au minimum pendant 1 an à compter de la dernière inscription, ça c'est une question qu'on peut vous poser, et il doit être présenté à toute demande d'un contrôleur de l'administration, qui par exemple fera une enquête sur les brouillages dans les environs. En pratique, le radioamateur aura tendance à garder son journal de trafic toute sa vie, surtout s'il recherche des diplômes ou s'il échange des cartes QSL. Donc le 1 an à compter de la dernière inscription, c'est à mémoriser pour l'examen.